Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder la réalisation d'un petit appareil là qui va me rendre bien servi, je pense. C'est tout simplement un fourreau de perçage pour la Chaublin 13. Parce que bah voilà, en faisant le projet de tête amortisée, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de petits trous et que j'avais besoin de faire utiliser le chariot vertical. C'est vrai que c'est pas forcément évident pour débourrer, revenir à sa place, revenir retangenter au fond d'un trou, tout ça. C'est vrai que c'est pas évident. Donc c'est pour ça que je vais regarder pour la réalisation de ça. Je pense que ça peut être une bonne chose et puis je pense que ça peut être intéressant de vous faire partager cette fabrication. Avant de commencer la vidéo, je tiens bien sûr à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées et qui commentent les vidéos, ça me fait énormément plaisir. Vous avez été nombreux à regarder la dernière vidéo sur la tête à amortiser. Je vous en remercie, c'est vrai que c'est un projet qui a pris du temps et que j'ai un petit peu accéléré hors caméra début de l'été, là, fin du printemps, début de l'été, pour être soulagé de ce truc-là et pour pouvoir m'en servir. Et donc là maintenant, c'est nickel. Comme vous avez pu voir, ça fonctionne nickel, nickel chrome. Et voilà, il y a quelques petites choses à encore améliorer, mais à 90% c'est terminé. Et voilà, j'espère qu'on va pouvoir s'en servir dans le futur projet. Puis je crois que dans celui-là, on devrait pouvoir s'en servir également. Donc voilà, je vous en remercie. Je vous remercie à tous de suivre les vidéos, ça me fait énormément plaisir. Et voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui les regardent le soir et tout ça. Donc merci à tous, ça me fait plaisir. Donc laissez-moi vous présenter rapidement ce que je voudrais faire pour ma fraiseuse. Donc c'est tout simplement, moi j'ai cette tête là, et ce que je voudrais faire c'est de pouvoir utiliser donc cette tête avec un fourreau qui passe à travers pour pouvoir percer des pièces. Donc c'est en ER20, et voilà, je pense que ça peut être relativement pratique pour faire du perçage jusqu'à 12, hein. Bon voilà, je vois déjà qu'il y a des inconvénients, mais je pense que ça peut être pas mal. Donc il existe des autres têtes hein, pour la Chaublin, donc les têtes perçantes. Il y en a une en SA30 et une en R25 ou en R20 justement, je crois. Et voilà, qui est plus rapide, il me semble, qui augmente la vitesse sur un certain ratio, je me souviens plus c'est quoi. Et voilà, mais ces têtes sont déjà pratiquement introuvables et quand elles sont trouvables, elles sont hors de prix. Et donc moi, voilà, ce type de choses, ça m'intéresse guère. Et voilà, c'est sûr que ça m'aurait bien rendu service, j'en aurais une, j'aurais pas dit non, ça c'est sûr. Mais voilà, au prix qu'elles sont vendues, moi ça m'intéresse pas. Donc je vais me démerder comme d'habitude et donc je pense que ça peut être une bonne solution. Donc en fait on a un four qui coulisse avec un guidage à ce niveau-là. Et donc je pense que comme une perceuse à colonne, sauf on passe pas par un pignon et une crémaillère directement dans le fourreau. Donc je pense que pour entraîner un forêt de 12-13, il va falloir déjà forcer un petit peu. On va voir comment ça réagit, je vais voir tout simplement à l'usage. Il y a très peu de pièces à faire, il y a un roulement qui se monte dessus là. Et puis il faut que j'achète tout simplement l'écrou porte-pince parce que j'ai les pinces que j'avais eu avec la fraiseuse, mais j'ai pas eu l'écrou, donc il faut que je me renseigne là-dessus. Et donc voilà, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est tout simplement la réalisation de cette pièce-là, donc qui est fourreau de guidage. Je pense que ça peut être un bon exercice pour montrer ça. Donc en fait voilà, ça se monte dans ce sens-là. Donc ça se monte sur le diamètre extérieur de la broche et en fait on vient noyer les deux lardons, puis on fixe avec les deux vis. En fait on vient serrer les gros tourteaux qu'on monte directement sur le nez de broche en fin de compte. Montage du mandrin 3 morts de 200 pour prendre le brut. Donc on n'oublie pas de graisser un petit peu l'intérieur du mandrin ainsi que la broche. Pas besoin de trop, juste une petite pellicule pour éviter la corrosion. Donc on a monté la pièce, j'ai un petit peu de surépaisseur, une dizaine de millimètres. Bon, c'est pas très grave, ça s'enlève relativement facilement. J'ai jamais, voilà, quand arrivé à ces diamètres là, j'ai jamais la bonne barre, hein. Vous pouvez bien comprendre que là, ça fait quand même un gros brut. En plus, j'ai du diamètre extérieur que j'ai à enlever. Bon, bref, c'est pas grave, on va s'en sortir. La machine va y prendre, qu'elle y veuille ou non. Donc, on va pas tourner trop vite dans un rayon de 400 tours. Avant de commencer, on graisse bien la machine.
Voilà, que ce soit les glissières, on regarde un petit peu les différents points. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas utilisé. C'est que je vais tourner ce diamètre 35 ici là sur 14,2 de long. Je vais percer, ébaucher l'alésage ici à 2-3 mm, tourner concentrique, donc en même temps avec ce diamètre là, donc coaxial exactement. Comme ça va me permettre, quand je vais retourner ma pièce, ça va permettre de prendre ici avec des mordous, de pouvoir mettre un coup de comparateur à ce niveau là et de pouvoir mettre un coup de comparateur à ce niveau là. Cette partie là normalement n'a aucun intérêt puisque c'est celle qui descend. On va dire que le perçage s'effectue dans ce sens là. Donc en fait ici vous n'avez aucune phase d'appui on va dire qui est vraiment critique. Les seules phases d'appui importantes sont ici. Voilà, donc cette phase là est vraiment importante pour éviter que votre forêt tourne de guingois et bien sûr cette partie là coaxiale avec celle-ci. Donc c'est pour ça que toute cette partie là il faut tourner tout ça ensemble. Mon zéro sur la face là, la longueur de l'épaulement est de 14,2. Donc j'ai mis une butée à 13,9. Voilà. Et comme ça me permet de débrayer l'avance automatiquement sans que je m'en préoccupe. Enfin, ça ne m'empêche pas de rester devant la machine. Hein. On va regarder un petit peu ce que ça donne en premier lieu. Voilà, je mets un 0, peu importe, je prends 3 mm pour commencer, pour voir comment l'outil réagit. Donc là maintenant il va s'agir de faire des passes successives pour arriver au diamètre 35. Donc il y a pas mal de matière à enlever, ça va faire du copeau. Petite astuce aussi, quand vous faites quand vous enlevez pas mal de matière avec des passes successives, moi ce que j'aime bien faire c'est toujours prendre des repères aussi au vernier parce que je trouve que c'est plus rapide d'aller au vernier que de regarder les chiffres parce qu'on va regarder les chiffres avec la visu puis on va toujours essayer de viser les zéros et tout ça et moi je trouve que c'est autant pratique quand on fait des passes successives comme ça de tourner le vernier, surtout quand c'est gradué au diamètre. Là, je vais venir utiliser un Foreco pour faire un pointage en mettant une vitesse bien sûr. On arrose toujours. Hop, ça suffit. Là, je tourne à ma plus grande vitesse du harnais. Donc, je ne sais même pas laquelle c'est. 250. Finition effectuée du premier côté, j'ai mis un coup de comparateur pour voir un petit peu le mouvement de l'aiguille, donc il n'y en a pas, c'est nickel. Et là j'étais avec un tout petit outil en plaquette, je me souviens plus ce que c'était. Avec ça. Et franchement le résultat est pas mal, donc je pense que je vais partir là-dessus pour faire les finitions de l'autre côté également. Voilà, il y a une petite marque ici, tout simplement, c'est parce que quand j'ai fait passer mon outil à chanfreiner, je suis allé de l'autre côté, en fin de compte, il a talonné. Donc c'est le problème que j'ai là, et je ne l'ai pas détalonné encore, donc il faut que j'y fasse. Et attention, parce que des fois, le fait d'avoir une simple marque comme ça, sur une pièce peut être mise au rebut pour ça. Donc il faut faire vraiment attention de ne pas faire de faux mouvements. Et ben, quand vous faites vos finitions, pour vraiment que ce soit parfait partout. Alors là, j'ai alésé les morts. Donc comme d'habitude, hein, j'alaise un dixième en dessous du diamètre sur lequel on veut serrer. Et donc là, voilà, on est sur la face et sur le diamètre.
on est sur du 1 centième partout. Et donc, pour ça qu'on laisse toujours deux surfaces où on peut passer un comparateur, parce que si je ne peux pas faire ça, rien ne me prouve que mon alésage ici, il est bon. Donc bien souvent, on est en dessous de 5 centièmes sur un mandrin, voilà. Mais des fois, il faut un petit peu tourner la pièce ou quoi pour ajuster. Et des fois, bah, si on n'a pas ces deux portées-là pour le faire, on peut pas. Donc c'est pour ça qu'il est bien important de laisser du feu de l'autre côté quand vous retournez votre pièce pour pouvoir passer le comparateur. Donc la mise à épaisseur a été faite. Il reste quand même 2 dixièmes, 2-3 dixièmes à enlever sur la face. Et donc là, ce que je vais mettre, c'est mettre un symbole, comme dirait un collègue, juste pour mettre en pression la pièce, pour pouvoir chahuter ce diamètre-là. Donc il reste 5 mm à enlever, là, un peu plus. Donc en une ou deux passes. Puis ensuite, il reste aussi à enlever sur le diamètre ici, pour que tout soit uniforme de façon régulière. Et donc le chanfrein est légèrement plus gros pour justement qu'il y ait juste une petite arête de casser par la suite. Donc ça, voilà pour ça. Donc là, on va continuer de tourner à 400 tours et on va réduire un peu l'avance. Non, non, je suis bien. On le finit quand même pas vilain. J'ai préféré dresser la finition et le mettre à la longueur avant pour éviter d'avoir un problème de tout simplement de calcul de cote et puis en plus de voilà quand je vais faire mon ébauche de l'alésage ici d'avoir le problème de calculer encore les surépaisseurs, qu'est-ce qu'il faut laisser tout ça. CCMT barre alésée pour ébaucher le diamètre ici, donc sur 10 mm. Donc je vais aller à 10 à 9,8. Ça va être bien. 2 dixièmes pour finir le fond. Et voilà, pareil, je vais laisser 5 dixièmes au diamètre. 5 dixièmes plutôt au rayon pour finir le diamètre. Donc là, le diamètre qui va être là, c'est le diamètre qui va s'emboîter sur le diamètre extérieur de la broche. Donc on va aller mesurer ça pour être quand on va faire juste avant de faire la finition pour être sûr où on va. Donc là avec mon outil je viens tangenter sur un diamètre connu, donc ici l'alésage qui est là, qui fait 21. Et donc avec un réglet ou un pied à coulisse, on peut regarder déjà avec un réglet dans un premier temps, voir si on est sur le bon diamètre. Voilà, j'ai mis 68. Et avec un pied à coulisse on peut regarder également en lecture directe pour voir si c'est ça. Ya. Donc voilà, donc là j'ai ébauché toute la pièce est ébauchée, le premier côté est terminé. Donc maintenant on va regarder le diamètre sur la fraiseuse pour que ça puisse se monter sur le nez de broche, ainsi que finir à aléser celui-ci également, faire le surfaçage là. Mais avant, il faut faire un piquage à 45 degrés, donc il va falloir incliner le charreau porte-outil pour pouvoir incliner un piquage, juste pour pouvoir faire déboucher l'outil, pour être sûr que ça plaque bien et qu'on dégage bien les angles. Parce que normalement, c'est fait pour être, c'est fait pour être passé à la rectif cylindrique. Mais voilà, comme j'ai déjà expliqué, moi, je ne vais pas rectifier. Je vais juste essayer d'y faire propre pour être nickel. Donc, je vais tourner à 400 tours, petite avance, pas trop rapide, hein. Donc là, je suis en 0,9 centième d'avance, pas trop rapide, il faut prendre son temps. Je tourne pas trop vite non plus, c'est un rayon de 0,2 là-dessus, donc ça demande vraiment, voilà, pas trop vite, pas trop de vitesse, parce que sinon vous allez brûler la plaquette avant d'avoir commencé. Donc c'est parti, on va mettre un 0 sur la face là. Donc on va enlever la petite bavure avant. Tac, 0.
68,08 exactement. Donc, des fois il se passe plusieurs jours entre les vidéos, donc il faut se rappeler où on en est. On va prendre 0,5 pour voir comment l'outil réagit. Il faut mettre la pompe. Tac. Toujours mettre la pompe hein, pour faire les finitions ou quoi, ça vous fait des finis qui sont très acceptables là derrière. Hein. Donc là la longueur elle est de 10 et je me suis arrêté à 9,7. Et donc là je suis à 65,47. 68,47. Donc là je vais m'attaquer à prendre mes deux passes de finition de 50-50 partagées. Hein. Donc là je suis à 69,35 pour 69,85. Donc je vais aller à 69,6 et de 69,6 j'irai à 69,85. Donc c'est parti. Donc là j'ai regardé. Il faut toujours contrôler avec un palmer qu'on ne soit pas trompé d'un demi-tour ou quoi. Puis à coulisses lui il sait parfaitement où vous en êtes. Hein, donc, pas de dégager l'outil pour éviter de faire une marque. On est pile dessus. Donc c'est vraiment top. Maintenant je vais reprendre la face ici tranquillement. Je vais prendre la mesure. Alors je suis enfreiné, donc j'ai fait toutes les finitions là, donc je suis bien satisfait. On peut voir que la pièce est relativement propre. Hein. Donc là par contre, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est des chanfreins, et ça il en faut de partout. Hein. Donc on n'accepte pas une pièce sans chanfrein. Donc moi j'ai des vieux fers comme ça là, pour faire à l'intérieur, ou pour même faire des chanfreins extérieurs. Je trouve que ça va bien, il y a un bon affûtage, et comme j'ai toujours dit, l'ARS, on apprend beaucoup avec. Je pense que c'est un bon exercice de s'entraîner à les affûter et puis à comprendre pourquoi ils s'usent, et plus il y en a qui s'usent plus vite que d'autres. Je pense que c'est intéressant. Donc ça, j'ai toujours dit ça. Hein. Et voilà, donc là, on va faire le chanfrein comme ça, parce que je trouve qu'un outil carburant, ça laisse quand même des bavures. Voilà, ça coupe pas aussi bien que ça. Donc là, juste en venant en tangenté, hein, on va se mettre un 0. Puis on va avancer de 0,5. Voilà. Ouais, ça fait un beau chanfrein ça. Zéro. On avance de 0,5. Et voilà. Alors voilà comment se monte la pièce. Hein. On peut bien voir comment elle est montée. Alors j'ai juste essayé de la remancher. Hein. C'est pour ça qu'elle n'est pas d'aplomb. Hein. Mais voilà, elle se monte. Il faut que je continue de débavurer correctement la broche parce qu'elle a dû taper à un moment donné et frotter contre une pièce. Bon, ça c'est des choses qui arrivent, mais avec une lime diamant ou une pierre, on arrive à retirer cette bavure. Je vais enlever la pièce, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble une bavure. Voilà, on voit bien la bavure à ce niveau-là. Donc c'est vrai que c'est juste après le chanfrein. Et c'est sur ce diamètre-là que la pièce vient porter. Donc il faut que ce soit nickel. Donc je vais continuer de débavurer. Je vais pas continuer de débavurer, mais quand je vais tout ajuster pour voir si ça monte, il va falloir bien nettoyer la broche, mettre un petit coup de pierre pour y mettre d'aplomb, et voilà. Donc là c'est du traité, donc vous pouvez pas faire ça à la lime. Voilà. Donc là il va falloir faire les deux logements pour les tacs à entraînement. Ici actuellement ils sont démontés. Hein.
Et il va falloir percer 2 trous taraudés à 45 d'écart. Parce qu'en fin de compte, quand on regarde la broche, les trous sont à 45 d'écart. Donc il va falloir faire ça comme il faut. Et donc voilà à quoi ressemble un taquet. Donc ça, c'est les taquets d'entraînement. Ils sont traités et puis rectifiés. Puis il y a qui sont même rodés. Mais voilà, c'est... peu importe, il n'y a pas besoin que ce soit tant de finition. C'est juste un entraîneur. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h pour ça. Ils font 16 cote nominale, moins 1 dixième. Moins 5 centièmes, moins 1 dixième, tout dépend l'usure entre les faces usées et qui sont pas où ils portent pas. Donc faut faire attention à ça. Mais voilà, donc on va à 16, ça devrait y aller comme il faut. J'ai réfléchi un petit peu aux façons de procéder pour ce fraisage. Alors, c'est pas compliqué. Au début, je me disais, il va falloir un diviseur et compagnie. Bon, j'ai dit très bien. Puis après, je me suis souvenu, ben non, t'as pas besoin de ça, puisqu'en fin de compte, si tu fais les rainures ici et là, elles vont être parfaitement alignées avec l'axe des X de la fraiseuse, donc là, pas de problème. Et les 2 trous, une fois que tu as ton centre, eh ben, il suffit simplement de faire comme si tu faisais un cercle de trous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire les rainures et les 2 trous à 45 degrés. Donc pour faire 45, il suffit d'avoir un cercle de 6 trous. D'accord? Donc ça, il y a juste la réunion de clavette que je vais pas pouvoir faire sur cette opération là, parce que je vais pas pouvoir déboucher en bas. Ou alors je relève mon montage, parce que là il n'y a rien de bridé, hein, c'est juste temporaire. Ou alors je relève un petit peu le montage, mais bon, c'est déjà bien assez haut pour faire passer les forêts et compagnie. Donc je pense que voilà, le mortaisage se fera sous une autre opération. Il y a quoi? Il y a 1 millimètre pour déboucher l'outil, ça va pas être assez. Donc ce que je ferai, c'est que je retournerai la pièce au moment de faire les lamages de l'autre côté. Et je dégauchirai encore une fois pour être tip top avec ça. Je suis bien venu brider tout mon ensemble de... les cales, tout ça, ma plaque sur l'étau. Voilà, je regarde, tout est bien plaqué. Avec un pépitage, je suis venu chercher mon centre. Donc j'ai dégrossi au palpeur 3D, je viens chercher ensuite mon centre avec ça. Je trouve que sauf que c'est plus précis que le palpeur 3D. Il nous laisse toujours des fois 2-3 centièmes de défaut. Donc là maintenant je vais calculer quelques positions. Et puis je vais attaquer les 2 rainures. Et donc une fois que ça c'est fait, je serai toujours lié par rapport à mon centre. Et après, je vais calculer les positions de ces 2 trous-là, tout simplement. Alors j'ai fait 2 empreintes à la fraise de 8. Parce qu'on a des rayons de 4. Donc fraise de 8 pour simplifier la vie. Et j'ai un peu modifié, je vais pas aller si loin, je pense que ça sert à rien. J'ai pris un petit peu ici, mais sans plus. Donc là, il faut que je commence à 18,1 en prenant en compte le rayon de la fraise. Donc là, je suis à 11, plus 3, 1, plus 4. D'accord, donc 18,1. Et je m'arrête à 31,8 au maxi. Donc voilà, et donc après, très facile, il reste à faire en plus ou en moins de chaque côté de notre axe. Donc pour ça, pas de problème. Donc là, je tourne à 660 tours, arrosage. Et on y va tout doucement, 38 mm minutes, je vais descendre à 26. On va mettre de l'arrosage, très important. Profondeur 9. Donc j'ai tangenté, j'ai un 0 là sur la face. De serrer les axes parce qu'en plongeant avec une fraise de lèvres, je suis obligé de la sortir pas mal de la pince parce qu'il faut que j'échappe les brides. Voilà.
Alors le taillage de la première rainure a été effectué, ça se passe plutôt bien. Bon, faut y aller par étapes, hein. Donc je fais déjà la première profondeur à la profondeur totale, et ensuite ensuite tout simplement je me décale. Premier coup en ébauche, puis après je fais tout le cycle, les quatre coins à 3/10 de la cote pour la finition. Donc là voilà, j'ai un empilement de cales là. Donc ça rentre dedans, mais c'est limite. Et j'ai démonté un des taquets d'entraînement pour essayer, pour être sûr. Je préfère être sûr plutôt que tout d'y enlever, parce que après pour redégauchir une pièce comme ça va être le bordel. Et donc là voilà, il rentre avec vraiment très peu de jeu, hein. Donc là, la cale étalon rentre limite, donc on est à 16, on a un tout petit 16 là, hein. On est un tout petit 16, et lui il est à 15,95, 90, tout dépend où on se met. Alors ici, moi je cherche à faire les deux perçages ici. Pour ceux qui ont une visu qui permet de faire les fonctions cercle de trou et compagnie, eh ben, vous pouvez le calculer aisément. Moi, j'ai rien de tout ça, donc moi je suis comme d'habitude, je suis de la vieille école, donc il faut que je calcule à la main. Et donc je vais calculer. Donc ici on a 27, donc ça c'est notre rayon, puisqu'on est sur un diamètre de perçage, un cercle de trou, il est sur un diamètre de 54, donc 54 divisé par 2 égale 27. Un angle de 45, donc c'est relativement facile, hein. Donc je cherche, donc B égale 19 ça, donc 19,09 pardon, donc 27 fois sin 45, puisque j'ai le 45, et ici si on prend le cercle trigonométrique, le sinus, je pense qu'on va bien voir, voilà. Et donc, sinus 45, ça fait 707, 0,707. Et donc, 27 fois 0,707 égale 19,09. Et vu qu'on est à 45 degrés, pouf, pouf, il suffit de faire moins et plus 19 de chaque côté. Donc, c'est relativement facile. Voilà, c'est des trucs qu'il faut savoir faire, hein, la trigo. Voilà, moi, c'est un truc que j'aime bien faire. Donc, c'est pour ça que chaque fois, je le calcule à la main. Mais je suis sûr, vous pouvez trouver sur l'ordinateur, ou même avec, par exemple, si vous avez Autodesk ou des choses comme ça, vous pouvez le faire. Voilà, mais quand vous êtes à l'atelier, bon, c'est des trucs qu'il faut savoir manipuler. Rien de bien compliqué, mais voilà, il faut savoir y faire. Après avoir travaillé sur les rainures, je me suis remis à mon centre, vu qu'étant donné que j'ai qu'un repère, et donc là, je vais aller 19,09 en Y. Quelque chose près, c'est pour mettre de la vis de 10. Donc je vais faire un avant-trou pour pointer. Pas si loin, voilà. Un petit avant-trou pour pointer. Et après, un foret de 10,5. Et après, je retourne et je fais le mortaisage. « 800 tours minute, 38 mm minute d'avance. » Donc voilà, j'ai monté le guide. Donc sur le nez de broche, il est un peu dur, il n'est pas enfoncé à fond. Il est un peu dur, j'ai essayé sans les lardons, juste par rapport à... C'est mon alésage qui est un peu faiblard à mon avis. Mais c'est pas grave, ça va s'arranger ça, avec un petit coup de rodage. Et on peut bien voir que les trous, eux, eh ben, ils sont pile dessus, donc c'est impeccable. Donc je vais faire la réunion de clavette. Et on en aura presque terminé avec cette affaire. J'ai monté ma tête amortisée, réglé ma course. J'ai mis une lampe dessous pour tangenter l'outil. Et après, on contrôle, bien sûr, comme d'habitude, voir si on a bien deux traits, comme c'est le cas ici, pour que l'outil soit bien centré. Et là, c'est bien le cas. C'est voilà, la seule méthode vraiment pratique qu'on peut faire. Il doit sûrement en exister d'autres, mais moi, c'est celle que j'utilise
le plus souvent pour faire les réunions de clavetage. Et donc ça va bien aller. Donc une petite lampe dessous comme ça, et ça rend bien service, puisque comme ça on voit bien où on est. Et après on fait un petit passage à vide comme ça pour faire 2 traits, et on sait où on en est. Et donc après on peut prendre... Ici c'est une tête pivotante, on peut également régler l'inclinaison. Donc il faut se dégauchir comme une tête de fraiseuse pour qu'on soit en ligne avec l'alésage. Donc ici je me suis réglé à 2 centièmes sur la course totale à laquelle je suis réglé. Et vu que mon alésage est beaucoup moins long, voilà, on est largement dans le centième, donc ça suffira. Je dois aller à profondeur 2, donc j'ai mis XY à 0, donc là je vais prendre les passes, je vais voir où est ma burette. Et on est parti, tout doucement, mais sûrement on va... Il y a un abonné qui m'a dit en commentaire l'autre fois, sur la dernière vidéo, ça sent le vécu entre la burette qui était restée coincée entre l'outil et la pièce. Alors c'était pas la burette, moi c'était le pinceau. Mais bon, c'est des erreurs comme les autres, hein. Tant qu'il n'y a pas de casse humaine, c'est bon. Donc là je prends 1/10 par 1/10. C'est un petit outil, ça va bien. Et je prends la passe dès que l'outil est en haut. Donc là je suis à 2. Je fais quelques passes à vide. Hop là. Je dégage ma table. Je prends un pied à coulisse qui est pas trop moche. Avec des becs tout du moins. Donc 22 et 2, 24 normalement. Encore 5/10. Je reviens à mon 0. Quelque chose près. On va essayer de travailler l'outil à vide. On arrête toujours la mortaiseuse au plus haut de sa course. Hop là. Et sur les petites mortaiseuses, ce qu'il n'y avait pas, c'est les rapides. Alors que là, sur une fraiseuse, on les a. C'est quand même plus pratique. « 24,2 ». Donc on est bon. Comme j'ai déjà expliqué, il vaut mieux aller plus loin que rester à 24 piles. Comme ça, ça fait toujours un petit peu de jeu avec la clavette. On ne sait jamais si la clavette, si c'est pas nous qui fournissons la clavette, il vaut mieux mettre du jeu parce qu'on ne sait pas sur quoi on tombe derrière. Donc si ça se monte pas, c'est pour vous. Donc voilà, un petit mortaisage. Le premier utile avec cette machine. En vidéo. Donc voilà, la vidéo d'aujourd'hui s'achève. Donc sur un mortaisage réussi. Donc on peut essayer avec une petite réunion de clavette ici de 4. Petite clavette de 4 pour voir comment ça s'emmanche dedans. C'est relativement bien. Voilà, ça suffit amplement pour ce que c'est faire. Il y a une vis de maintien qui va passer là de 3 mm. Donc attention, ça va vraiment être tout petit. Mais c'est juste là pour entraîner en rotation. Et vu que là on est voilà, vu que là la clavette j'en ai d'autres, hein, il y en a qui sont mieux d'ajuster que d'autres, mais vu que là on est quand même déjà pas mal. Voilà, la vis est juste là pour retenir, pour éviter que ça batte entre les deux, quoi. Donc là après ce qu'il va s'agir de faire, ça va être de roder ici tranquillement la pièce là. Donc avec un rodoir, je vais prendre un bout d'alu que je vais charioter au même diamètre, et je vais juste simplement roder dans ce sens là avec un peu de pâte à roder, et un pas pour bien longtemps.
Et ensuite j'ajusterai ça à la broche. Et donc ça c'est pareil, ça se monte bien. Les trous correspondent bien. Si j'y arrive à tout tenir. Voilà, les trous correspondent nickel à la broche et voilà, à l'ensemble. Donc c'est super. Donc la prochaine étape va s'agir de réaliser le levier. Donc voilà, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo pour continuer ce projet là.